Bonjour, moi je suis Jeff Maury, je travaille chez Red Hat, je m'occupe en fait d'un produit autour d'Eclipse qui s'appelle JBoss Tools ou Red Hat Developer Studio. Donc un outil qui est fait au-dessus d'Eclipse et qui contient tout un ensemble d'outils notamment, et je vais vous parler aujourd'hui de deux composants particuliers qui sont la partie Docker et la partie OpenShift. Je suppose que tout le monde connaît à peu près Docker. Par contre, OpenShift, est-ce que ça parle à beaucoup de monde ou... Donc un peu. Donc, voilà. Donc ça tombe bien parce que j'ai pas prévu beaucoup de slides sur le Docker Tooling. Donc en gros, c'est un projet. Donc ça, le Docker Tooling, c'est un projet upstream, donc qui est géré par la fondation Eclipse, qui va vous permettre, on va dire, d'interagir un peu mieux avec Docker, donc d'avoir des vues, etc., et de gérer vos Dockerfiles plus simplement. On va voir ça tout à l'heure dans une démo. OpenShift Tooling, ça c'est une partie qui est spécifique à OpenShift. C'est un projet Red Hat qui fait partie de l'offre JBoss Tools, et dont le but est, de la même manière que pour Docker, de simplifier en fait les interactions avec OpenShift. Et aussi, on a une intégration avec Docker, on verra pourquoi. Je vais vous faire une présentation très rapide d'OpenShift. OpenShift, c'est un projet open source qui est piloté par Red Hat. Et en gros, pour résumer très simplement, on va dire que c'est une surcouche par rapport à Kubernetes. Donc, je ne sais pas si Kubernetes, ça parle à beaucoup de monde ici. En gros, c'est un orchestrateur au-dessus de Docker, parce que quand vous travaillez sur Docker, c'est bien, vous avez votre moteur de virtualisation, mais quand il s'agit de faire des déploiements, il vous faut une couche au-dessus. Donc Kubernetes, c'est une des offres qui existent sur le marché, qui va vous permettre d'orchestrer un peu tous vos déploiements sur Docker. OpenShift, c'est encore une surcouche au-dessus de Kubernetes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Kubernetes, c'est un produit qui vient à l'origine de Google, mais Red Hat, aujourd'hui, est le deuxième contributeur sur Kubernetes, parce qu'il est fortement intégré dans l'offre OpenShift. Et les offres on va dire le niveau qu'on va voir au-dessus, c'est des niveaux en termes de déploiement. C'est-à-dire qu'on va en fait mélanger un peu les problématiques de déploiement et de DevOps. Donc on va notamment intégrer des outils de build. C'est-à-dire qu'on va permettre, par exemple, de faire un déploiement d'une application Maven. C'est OpenShift qui va faire le build Maven, qui va déployer le résultat dans le cluster Docker. Donc j'ai à peu pré fini sur la présentation. Ça vous permet d'avoir des mécaniques qu'on a l'habitude de voir maintenant dans le monde DevOps, c'est-à-dire des déploiements instantanés dès qu'on va modifier une ligne de source, par exemple dans GitHub. On va pouvoir reporter ça dans le cluster OpenShift. Donc je vais passer à la partie démo maintenant. Donc ici je me retrouve dans un environnement que vous devez maintenant reconnaître. Donc là je suis dans ce qu'on appelle le Developer Studio, donc dans lequel j'ai en fait agrégé toutes les composants qui viennent de la partie Eclipse, plus toute la partie JBoss Tools, et donc on va retrouver toute la partie Docker. Donc vous voyez qu'ici j'ai une première vue qui est le Docker Explorer, qui va me permettre en fait d'avoir une première vision sur en fait mes démons Docker. Donc la première chose que je vais faire ici pour pouvoir avoir quelque chose, c'est qu'il faut que je me crée une connexion sur mon démon Docker. Donc je vais y aller. Donc là ici j'ai un wizard qui va me dire est-ce que tu veux passer par une connexion de type Unix ou une connexion TCP. Bon là je suis sur une plateforme Windows, donc ça va mal se passer. Donc j'ai une Docker Machine qui a été lancée. Et ici, j'ai un petit bouton Search, c'est-à-dire qu'il va être capable d'aller chercher sur votre machine automatiquement les Docker Machines qui tournent. Donc là, il va trouver qu'il y a une Docker Machine qui tourne. Et il va être capable de me retrouver la connexion, l'adresse de la machine Docker, plus la configuration pour... comme c'est un accès sécurisé, il faut que j'ai un certificat auto-signé, il faut que je configure le certificat. Donc tout ça, c'est fait automatiquement. Donc une fois que j'ai fait ça, vous voyez que dans mon Explorer, ici, j'ai la partie container. Donc ici, je vois, j'ai deux containers.
Et puis j'ai un certain nombre d'images qui sont disponibles. Donc ça, c'est la première chose qui me permet de voir un peu la vision de mon démon Docker. Maintenant, je vais aller plus loin, puisque je suis en train de travailler dans le monde Docker. Donc ici, j'ai une petite application. Donc le but de ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que je vais pouvoir déployer d'un côté une application Wildfly. Hein, donc je vais avoir un premier container qui va avoir un Wildfly, et lui va communiquer avec un deuxième container qui sera une base de données Postgres. Donc pour ça, j'ai plusieurs choses. Donc je vais utiliser Docker Compose, mais ça on va le voir ensuite. La première chose que je vais faire, c'est qu'ici, j'ai un Dockerfile que je construis. Donc en fait, je pars d'une image Wildfly, et puis je vais la modifier. En gros, je vais modifier la configuration pour que je puisse communiquer avec Postgres. Donc en fait, je vais rajouter dans l'image le connecteur JDBC de Postgres, et puis je vais modifier la configuration. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, maintenant, je veux que tu me construises mon image Docker. Voilà, donc là, automatiquement, il s'est connecté sur mon démon Docker, il m'a fait mon build. Bon, là, ça a été hyper rapide parce que naturellement, je l'avais fait avant, donc il n'y a pas de nouveauté. Comme tout ça est caché dans Docker, ça va très très vite. Si je reviens dans mon Explorer, ici, j'ai mon image qui s'appelle Wildfly Postgres. Donc je peux lui dire, tu vas me lancer cette image, et puis je vais pouvoir configurer un certain nombre de choses, notamment comment est-ce que je vais faire du mapping de port. Parce que là, naturellement, j'ai un Wildfly qui va être démarré. Il faut que je puisse l'accéder à partir de l'extérieur. Donc je vais lui dire, tu m'exposes les ports sur le même port du host. Et puis je peux aussi faire du mapping de répertoire. Et oui, je dois avoir un petit... Voilà. Voilà, donc là, j'ai dans la console, en fait, je récupère les traces de mon container, et mon serveur est démarré. Bon, pas très bien, parce que, naturellement, comme mon Postgres n'était pas démarré, ça s'est mal passé. Donc, c'est pas grave. Je vais aller l'arrêter. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire un déploiement avec Docker Compose. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer, dans Docker Compose, on va gérer plusieurs containers, et on va les lier l'un avec l'autre. D'accord? Vous voyez ici, j'ai un premier container qui est Postgres. Ici, j'ai les identifiants de la connexion à la database, donc c'est moi qui l'écris ici. Et ce que j'ai besoin, c'est que ces infos-là soient passées comme variable d'environnement à mon deuxième container, parce que naturellement, le serveur Wildfly va devoir pouvoir se connecter. Donc c'est à travers le link que je vais récupérer, à travers des variables d'environnement, ces valeurs, et elles vont se retrouver dans la configuration du Wildfly. Donc ce Docker Compose, je vais quand même vérifier, parce que je pense que j'ai un Postgres qui doit tourner. Voilà. Voilà, donc là, ça se passe pas très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un problème, on va dire, de Windows. On a toujours des petits soucis quand on est sur Windows. Donc vous voyez qu'ici, j'ai fait du partage de volume. Alors pourquoi je fais du partage de volume? C'est parce que en fait, je veux déployer une application. Parce que pour l'instant, j'ai juste un Wildfly qui est tout nu, qui va être capable de se connecter à la database Postgres. Maintenant, je veux déployer mon application. Donc, pour ça, je vais utiliser une autre fonctionnalité d'Eclipse, qui est ce qu'on appelle un serveur adapteur. C'est-à-dire que je vais créer une vision dans Eclipse du serveur Wildfly, et je vais lui dire, quand tu vas déployer, tu vas me recopier les fichiers sur ce répertoire.
Et naturellement, pour que mon container le voie, il faut bien que je fasse du partage de fichiers. Et là, on tombe sur des petites subtilités de Windows. Donc, plutôt que de le faire à partir d'Eclipse, là, je suis obligé de revenir. Parce qu'en fait, je suis dans un shell. Quand je lance à partir d'Eclipse, c'est la même action en fait. Quand je fais ça, je lance un Docker Compose. Sauf qu'ici, je suis dans un shell Cygwin qui ne régit pas pareil que si j'étais quand je suis dans Eclipse, c'est un shell Windows que je vais lancer. Et là, on a des petites finesses. Donc, si je fais donc, ce que je vais faire, si je vais repartir de zéro là. Voilà. Et ici. Ok, donc là, mes deux containers, ils ont été lancés correctement. Et mon Whiteside, il va être capable de se connecter sur le container, sur le Postgres. Donc la dernière chose que je vais faire, c'est créer un adapteur. Donc ici, je vais demander un adapteur de type Whiteside. Donc la seule chose, en fait, je vais faire comme s'il était local, hein, parce que comme ça va passer par un échange de fichiers. La seule chose que je vais faire ici, c'est que je vais dire qu'il est géré de manière externe. Parce que si je faisais ça, en fait, Eclipse essaierait de lancer un Wildfly, ce que je ne veux pas. En fait, je veux qu'il se connecte sur le Wildfly. Donc là, je vais lui dire, tu me déploies cette application. Et puis ici, il faut juste que je change le hostname, qui est... Voilà, et maintenant je vais démarrer mon serveur. Voilà, donc ici j'ai eu des... je ne sais pas pourquoi on ne voit pas de traces au niveau de la console. Peut-être qu'il faut l'afficher. Mais ici j'ai bien eu du côté de mon Whitefly, j'ai bien eu en fait l'application qui a été déployée. Donc si je vais à travers un browser, oui, je me suis trompé. Non, c'est JBoss. C'est KitchenSync. C'est pas un cas. Voilà, donc là j'ai bien mon application qui a été déployée et elle est disponible à travers un navigateur. Voilà, donc là sur la partie naturellement il y a aussi d'autres fonctionnalités, il y a d'autres vues, vous pouvez avoir des vues purement images ou purement container dans Eclipse. On va passer maintenant à la partie OpenShift. Donc la partie OpenShift, en fait, il faut que j'ai un cluster OpenShift qui soit disponible. Donc là, aujourd'hui, ce que Red Hat fournit, ou même côté Kubernetes, vous avez la possibilité d'avoir un cluster qui est disponible sous forme d'une VM. Donc nous, on appelle ça le CDK comme Container Development Kit, dans lequel on vous livre une VM, dans laquelle il y a un OpenShift qui tourne, et c'est ce que j'ai lancé sur ma machine. Donc, la première chose que je vais faire, de la même manière que je définissais une connexion Docker, là, je vais définir une connexion OpenShift. Donc là, l'adresse IP, c'est toujours la même. Quand vous travaillez avec
le CDK, il se file sur cette adresse-là. Et quand il vous est livré, vous avez soit un compte administrateur, soit un compte traditionnel. Donc c'est OpenShift Dev et le password c'est Devel. Voilà. Il n'y a rien de secret. Tout ça c'est public. Voilà. Voilà, donc là j'avais des choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les détruire. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? En fait, on va être capable de visionner les différentes ressources. En fait, plus ou moins Kubernetes, hein, parce que c'est une extension de Kubernetes, OpenShift. Donc le premier niveau, c'est ce qu'on appelle un namespace ou un projet. En gros, c'est quand vous arrivez sur un cluster de type Kubernetes, hein, vous avez différents namespaces sur lesquels vous avez travaillé. Donc là, j'en ai qu'un. Et derrière, j'ai un ensemble de ressources. Donc ces ressources, vous allez retrouver des containers, mais d'autres notions comme des services. Alors qu'est-ce que c'est qu'un service, en fait? Donc vous allez voir un cluster dans votre namespace, vous avez un certain nombre de pods qui vont fonctionner. Le service, en fait, c'est une manière de dire, alors un pod, c'est un ou plusieurs containers, pardon. Donc on va résumer, c'est un container. Un service, ça va être permettre de dire, le cluster va me créer une adresse IP qui va cibler un ensemble de ces containers. Et en fait, comment est-ce que vous repérez un container dans un déploiement de type Kubernetes ou OpenShift? C'est que vous allez associer des labels. Donc par exemple, vous allez dire, j'ai un container de label database, j'ai un container de label front-end, j'ai un container, je ne sais pas, de analytics, etc. Et quand vous allez définir votre service, vous allez dire, ce service-là, il vise les containers qui ont le label front-end, par exemple, ou qui ont le label database. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de dire, quand je vais faire du scale, je vais créer plein de containers, mais ces containers-là vont avoir un label en commun. Et donc vous allez dire, moi j'ai un service que j'appelle database, et il va viser les containers qui ont un label database. Et donc vous avez finalement une entrée DNS qui s'appelle database dans votre environnement, qui va vous permettre de communiquer avec l'ensemble de ces containers. Donc ça permet une certaine abstraction. Au-dessus de l'abstraction de service, vous avez l'abstraction de route. Ça, on a vu qu'on crée une entrée DNS. Maintenant, la route, ça va vous permettre d'exposer, donc c'est un peu plus spécifique HTTP, HTTPS. Ça va vous permettre d'exposer un accès HTTP sur un service. Donc ça, c'est le niveau encore au-dessus. Et là, on va utiliser un composant de ce qu'on appelle le routeur dans OpenShift, qui est en gros une version un peu spécifique de HAProxy. Donc là, je vais vous montrer un déploiement. Donc là, j'avais déjà fait un déploiement, mais on va le redémarrer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je delete mon namespace. Donc là, ça va me virer tout l'ensemble des ressources. Là, je viens de tuer tous mes déploiements, tous mes pods, etc. Donc, je vais recréer un nouveau namespace. Et je vais dire, je veux créer une nouvelle application. Et donc là, j'ai un ensemble d'applications qui sont disponibles. Donc, on a deux types de concepts. Il y a ce qu'on appelle des templates. Un template, c'est quoi? Comme son nom l'indique, en fait. Donc les ressources au sens OpenShift Kubernetes, c'est soit du JSON, soit du YAML. D'accord. Sachant que dans Red Hat Developer Studio, nous on supporte que la version JSON pour l'instant. Donc en fait, un template, c'est quoi? En fait, c'est un fichier dans lequel vous allez définir un certain nombre de ressources Kubernetes OpenShift. Et puis vous allez pouvoir faire du templating dedans. C'est-à-dire que derrière, vous allez dire, par exemple, je veux customiser tel port ou je veux customiser un certain nombre de noms. Ça, c'est possible. Ou alors, on a un deuxième concept, c'est ce qu'on appelle les builder images. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une builder image? C'est une image Docker avec un certain nombre d'annotations dessus dont on va se servir. Cette image Docker, c'est pas elle qui va être déployée. Elle va, quand vous allez lancer votre déploiement, en fait, elle va créer ce qu'on appelle un build, c'est-à-dire qu'on va prendre cette image Docker, on va la loader dans le cluster OpenShift, et on va lancer un build à l'intérieur. Donc typiquement, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais prendre une image EAP. Dans cette image EAP, en fait, je vais référencer un repository Git, c'est-à-dire que ça va me construire, ça va me lancer un build Maven. Et le résultat, ça va être que finalement, j'ai un wildfly avec le résultat du build Maven qui va être déployé sur ce wildfly. Et ça va faire une nouvelle image. C'est cette image qui va être déployée dans le cluster OpenShift. L'intérêt d'avoir ça, c'est que, vous voyez très bien, c'est que, premièrement, on va pouvoir dire, à chaque fois que le repo change, je vais relancer le build. D'accord?
Et donc, comme que je relance le build, je vais créer une nouvelle image. En fait, mon déploiement, il est basé sur cette image-là. On a aussi une fonctionnalité dans OpenShift qui est de dire, moi j'ai créé un déploiement sur cette image-là, je veux qu'à chaque fois que cette image-là est mise à jour, tu me relances les déploiements. Donc ça, pour faire des mises à jour, c'est hyper pratique, parce qu'en gros, vous avez une image qui peut être partagée par des millions de déploiements, et bien dès que vous allez mettre à jour cette image-là, les déploiements vont se mettre à jour. Donc là, je vais choisir ici un déploiement de type EAP. Donc là, il reconnecte, c'est ce qu'on appelle un builder image. Donc il va analyser un peu les métadatas. Et vous voyez qu'à l'intérieur de ces métadatas, il nous dit, bah voilà, moi je vais aller chercher cet API-là sur telle branche, à tel endroit. Et je peux aussi automatiquement configurer ce qu'on appelle les build triggers. Donc les build triggers, c'est que le déploiement va automatiquement relancer un build s'il y a un certain nombre de configurations. Donc le webhook, ça va vous permettre de dire, bah, sur mon repo GitHub, je vais créer ce webhook de telle manière qu'à chaque fois que le repo GitHub est mis à jour, hop, on va contacter OpenShift pour relancer un build. Mais aussi, je peux aussi monitorer les images. Donc là, j'y vais. Derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me demander, est-ce que je veux importer le repo? Puisque naturellement, là, je suis en train de créer un déploiement, mais je suis en phase de développement. Donc ça m'intéresse de récupérer le code pour dire derrière, je vais travailler sur le code et je vais effectivement faire des séquences de mise au point, des évolutions. Bon, là, je ne le fais pas parce que je l'avais déjà fait. Je vais vous montrer ici en termes de... Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, vous voyez, j'ai défini ce qu'on appelle un service avec le nom de la route. Et puis ici, au début, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon build qui est en train de tourner. Hein. J'ai chargé l'image UAP, je suis en train de faire tourner le build. Alors si je regarde, donc là il faut, malheureusement, comme on est dans un monde container, un build Maven ça coûte assez cher. Donc il est obligé, comme je suis dans un environnement vierge, parce que j'ai créé un container à partir de mon image UAP, je suis en train de lancer un build Maven à l'intérieur. Naturellement mon repo Maven il est vide, donc je suis obligé de tout télécharger d'Internet comme on dit. Et à la fin, je vais créer une nouvelle image et c'est cette image-là qui va être déployée. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le studio vous permet de dire, j'ai déployé cette image-là, j'ai déployé ce code-là sur OpenShift, mais je vais pouvoir le débugger à partir de ma machine ici. Que votre cluster OpenShift, bon là mon cluster il est local à la machine, mais il peut très bien être sur une machine de votre entreprise. Vous allez pouvoir débugger ça. Donc comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on va créer ce qu'on appelle un serveur adapteur, comme j'ai fait tout à l'heure, maintenant, mais qui est de type OpenShift. Je vais lui associer le code source de mon application, donc c'est pour ça qu'il me demande d'importer l'application. Et quand je modifie localement dans mon Eclipse mon code, il va propager ce changement vers l'ensemble des containers, puisque je peux en avoir plusieurs, là j'en ai qu'un. Et vous verrez que quand mon déploiement sera fini, je peux dire, moi mon EAP, c'est pas un seul container, mais tu vas me le scaler sur 5, 10 containers. Donc une fois que j'ai fait ça et que j'ai créé mon serveur adapteur, eh bien quand je vais modifier mon code, je vais propager la modification sur l'ensemble des 5 containers. Et je peux faire du remote debugging. Donc on va attendre que le déploiement, j'espère que ça ne va pas être trop long. Alors, on est dans la phase de compilation, donc on avance quand même. Est-ce qu'il y a des questions en attendant? Tu as combien de mémoire là sur ta machine? Là, alors la VM OpenShift, elle me prend à peu près, alors ça dépend, mais elle peut tourner avec 2 gigas. Mais il ne faut pas faire trop de déploiement, donc dès que tu commences à vouloir un peu scaler, il faut compter 5-6 gigas. Donc là, je crois que j'ai 7 gigas dessus. Il y a des mécanismes pour gérer des rollbacks? Il y a des mécanismes effectivement pour gérer des rollbacks soit dans Kubernetes, soit dans OpenShift. Tout à fait. Le Docker, il tourne sur quelle machine? Sur la tienne ou... Pardon? Le Docker, il tourne sur quelle machine? Le Docker, le Docker, il tourne sur la VM OpenShift. D'accord.
Donc en fait, on a une VM, parce que normalement, dans OpenShift, en fait, vous avez un nœud central qui permet d'interagir et de faire la partie déploiement et interaction, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'API serveur, hein, c'est un serveur REST, donc on interagit avec ce serveur-là, donc ça, normalement, c'est un nœud de type master, et puis après, on a les nœuds sur lesquels on fait tourner les containers. Donc là, en l'occurrence, dans l'offre CDK, en fait, c'est une seule VM, et on fait tout tourner là-dessus. 5 minutes, ouais. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a construit une nouvelle image, et cette image-là va être déployée. Donc là, on est en train de l'envoyer, parce qu'il y a une... En fait, dans OpenShift, vous avez une registrie Docker interne. Donc là, on est en train de pusher l'image vers cette registrie Docker interne. C'est quoi qui est poussé là? C'est le résultat, c'est ça? Ouais. En fait, on est parti d'une image Docker standard EAP. On a fait notre mule Maven, donc on a modifié finalement l'image de base. On a rajouté le résultat de l'output Maven dans l'image. De ça, on crée une nouvelle image. Et c'est cette image-là qui va être déployée sur les différents containers. Voilà, donc là vous avez que j'ai plus donc là j'ai un pod qui tourne, donc j'ai un container. Donc si je veux, ici je peux lui dire tu me fais du scale, hein, donc par exemple je peux lui dire tu me crées, tu vas me le dupliquer 5 fois. Donc là il va me créer des nouveaux, en fait des nouveaux pods, mais en fait c'est des containers, hein, puisque ici j'ai défini dans mon déploiement qu'il n'y avait qu'un seul pod. Ici, si je m'amuse à détruire un pod, voilà. J'ai détruit, sauf qu'il va m'en recréer un. Puisqu'en gros, j'ai dit à OpenShift, bah, pour ce déploiement, je veux qu'il y ait toujours... qu'il y ait toujours 5 containers. Donc s'il y en a un qui tombe, là j'ai fait le cas où il y en a un qui tombait, mais voilà. Je vais juste vous montrer comment ça se passe pour l'interaction. Donc si je tape OpenShift, voilà, je vais demander à créer un serveur adapteur. Donc là-dessus, il va me reprendre ma connexion. Donc là, il va regarder sur les déploiements qui sont disponibles. Il va me dire quel est le déploiement que tu vises. Donc là, il n'y en a qu'un, naturellement. Il va me dire quelle est l'application avec laquelle je vais me synchroniser. Donc c'est celle-ci. Non, je crois que c'est pas la peine. Voilà. Donc vous voyez que là j'ai démarré, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de synchroniser finalement l'état de mon workspace local. Hein, j'ai pris une application qui était dans mon workspace, hein, c'est celle-ci. Et il est en train de synchroniser. Et si jamais je m'amuse à modifier un fichier Java, ouais, je vais juste faire ça. Voilà. Donc là, il republie sur OpenShift les modifications que je viens de faire. Et donc on peut aussi, là ça me synchronise juste les modifications. Mon serveur adapteur, je peux le lancer en mode debug. Ça y est, j'ai fini. Ce qui fait que quand je lance en mode debug, en fait, je vais relancer mes containers sur OpenShift en activant le debugger Java. Et je vais connecter mon Eclipse en remote debugging sur le pod. D'accord? Voilà, j'ai fini. Des questions?
Il nous reste 30 secondes. Non, non, t'as 5 minutes de questions. Mais pendant ce temps-là, le prochain, il s'installe. Tiens, je l'avais. Oui, alors si vous voulez, il y a plein de stickers, il y a des t-shirts Red Hat. Que du laisse. Ouais.